Tov et Tov. Tout le monde a reçu des feuilles, il y a assez pour tout le monde? Tout le monde a des feuilles. Donc, effectivement, on va reprendre notre étude, interrompue un petit peu, mais notre étude sur la Parashat Hashavua. Alors comme vous pouvez le voir, on va parler de Moshe Rabbeinu. Et pourtant, on va pas encore parler des 10 plaies. Pour la simple raison que je me suis dit, je viens la semaine prochaine, et que vu que les dernières des 10 plaies, c'est la semaine prochaine, bah le shiur sur les 10 plaies, ce sera la semaine prochaine. Et donc on va se concentrer sur la personnalité de Moshe Rabbeinu. Alors d'abord Rishon, la première chose qu'il faut comprendre, lorsqu'on parle de l'étude de la Torah de manière générale, c'est une question que j'aimerais ouvrir avec vous sur le sujet même de ce thème, la Parashat Hashavua. Pourquoi c'est important d'étudier la Parashat? Vous allez me dire, ça fait partie de la Torah, c'est important d'étudier la Torah. Certes. C'est également ce qu'on va pouvoir retrouver avec nos enfants à la table de Shabbat, ce qu'ils étudient au GAN ou à l'école. C'est encore plus, certes. C'est le moment où on peut se retrouver avec nos enfants qui sont la nouvelle génération d'Israël. Et c'est très important. Mais il y a quelque chose, à mon sens, encore plus important, qui est que il faut bien se rappeler l'enseignement de nos sages, dans la source numéro 1 ici, que Nevoa sheutzrecha ledorot nirteva, veshelo utzrecha ledorot lo nirteva. Qu'une prophétie qui sert les générations est inscrite dans la Torah, une prophétie qui ne sert pas les générations n'est pas inscrite dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que Moshe, on a entendu beaucoup de choses de sa bouche. Mais, assez étonnamment, on ne sait pas quelle a été la liste des courses que Tzipora lui a donnée. C'est très étonnant, car c'est très certainement un des trucs qui était central dans leur couple. Mais on ne sait pas. Il semble-t-il, c'est pas important pour notre perception à nous de l'histoire du dévoilement divin. Ce qui fait que ce qui est oui marqué dans la Torah, c'est pas seulement intéressant par rapport à notre étude d'une histoire passée, mais c'est important pour les générations. Chez Utzrecha les Dorot. C'est-à-dire notre perception du dévoilement aujourd'hui dépend de ce qui est marqué dans la Torah. Dépend de la façon dont on comprend les parachiotes, et particulièrement celle que nous allons ouvrir maintenant. La paracha de la semaine dernière dont nous sortons, et celle de la semaine prochaine, et celle de la semaine d'après, c'est les parachutes de Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, comment vous dire, c'est la Géoula. Maintenant, si la Géoula nous est mentionnée ici dans la Torah, dans le Sefer Shemot, en tant que prototype, en tant qu'idéal de la Géoula, il est évident que l'étude de cette Géoula, l'étude de ces parachutes, est centrale pour notre perception de notre Géoula aujourd'hui. C'est-à-dire, si on ne comprend pas quels sont les éléments qui vont faire avancer la Géoula, quels sont les acteurs que Dieu a choisis pour mener cette Géoula, alors on ne comprendra pas devant quelle grandeur nous nous trouvons aujourd'hui. Donc c'est très important de parler tout simplement du plus grand des prophètes, Moshe Rabbeinu. Nous allons nous interroger un petit peu sur son identité. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un homme, un juif, je n'ai pas ici mentionné dans une des sources, mais un homme du XXe siècle, du XXe siècle, 19e siècle, qui nous explique la chose suivante. A priori, il n'y a aucune obligation de penser que celui qui doit être le libérateur national, celui qui sort le peuple d'Égypte, doit également être celui qui donne la Torah. Vous êtes bien conscient qu'il s'agit ici de deux rôles complètement différents. D'un côté, il faut un homme politique, un chef de guerre, quelqu'un qui est capable de nous sortir nationalement d'Égypte, et d'un autre côté, c'est des qualités complètement autres qu'il faut pour être le transmetteur de la Torah, pour être le prophète. Et c'est ce qui va nous amener notre ami Sigmund Freud, pour les intimes, de dire qu'il y avait deux Moshe. Un Moshe libérateur et un Moïse prophète. Bon, c'est pas la réalité historique, mais il semble qu'il veut mettre l'accent sur une réalité. A priori, si on avait eu à écrire la Torah, on n'aurait pas forcément pensé mettre le même personnage pour faire deux rôles qui sont a priori complètement différents. Et si la Torah nous a mis le même Moshe pour faire et ça, eh bien ça veut dire qu'on peut tirer déjà un enseignement de base. Il n'existe pas de Torah qui ne soit pas intimement liée avec l'existence nationale. C'est-à-dire si la Torah a lié les deux réalités avec le même personnage, ça veut dire que ces deux réalités sont liées. Et la première question qu'on doit se poser par rapport à Moshe, c'est de savoir pourquoi notre libérateur, on a tous vu le film, c'est bon, le prince d'Égypte. C'est un acquis, le prince d'Égypte, on peut s'en servir comme postulat de départ dans l'Égypte. Non, t'as pas vu? 2000. Ah, vous êtes la génération d'avant. Alors sachez qu'il y a une version intermédiaire. Non, mais il y a une version intermédiaire, il y a
une société franco-italienne, je sais pas quoi, de production. Ils ont fait toute une série qui s'appelle La Bible. Et dans cette série, il y a un épisode sur Moïse, qui est beaucoup plus réaliste que Cécile B2000, et beaucoup moins romancé que Le Prince d'Égypte. À bon entendeur, salut. Mais que ce soit Le Prince d'Égypte ou que ce soit Cécile B2000, Charlton Heston, qui est même maquillé quand il patauge dans la boue, tout va bien, ça ne nous dérange pas. Il n'empêche que Moshe, d'après le film, a grandi à l'extérieur du peuple juif. On va revenir à sa naissance, mais d'abord, je veux comprendre, il a grandi à l'extérieur du peuple juif. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait en sorte que celui qui va être le Goël, celui qui va être le Mashiach de cette époque-là, pourquoi faut-il qu'il grandisse à l'extérieur du clan Israël? Clan Israël, qui, je vous le rappelle, est en exil et en situation de servitude. Eh bien, là encore... Perturbateur. Quand on habite en Israël, on comprend beaucoup. Ah. Et bien de là, on peut apprendre également un enseignement de nos sages, qui est ici à la source numéro 2, dans le Midrash Bereshit Rabbah, une phrase qu'on connaît bien qui dit En chavush matir atzmo mi betza asurim. C'est-à-dire, un prisonnier ne peut pas s'auto-libérer de prison. De manière très concrète, dans la mesure où la liberté, c'est une notion qui n'est pas dans le dialecte, dans le lexicon de l'homme qui est en prison, eh bien il faut que quelqu'un te sorte de là. Et donc il est très important que celui qui doit être le Goël ne soit pas en mode servitude. Parce que sinon comment tu veux sortir? Et donc il est fondamental que Moshe n'ait pas grandi dans la maison d'esclavage, mais bien au contraire, qu'il ait grandi dans la maison de l'Égypte. Alors, tout ça c'est bien, tout ça c'est beau, mais attendez, j'aimerais qu'on aille plus loin. Moshe grandit à l'extérieur du peuple juif. Il grandit tellement à l'extérieur du peuple juif que ça va poser au Maharal un petit problème. Petite question. On a compris pourquoi il faut qu'il grandisse à l'extérieur. Mais pourquoi faut-il qu'il se marie avec une non-juive? Il n'y a pas assez de Bnot Israël en Égypte. Il n'a pas pu en trouver une. Il a été obligé d'aller chercher une Tzipora. Bon, on va pas débattre sur sa beauté, c'est la plus belle du monde si tu veux. Mais il n'empêche que ça nous fait mal. Quoi, Moshe n'avait pas assez de Bnot Israël? Quand il est venu voir un petit peu ce qui se passait, il n'a pas trouvé une sympa? On lui a pas fait un petit chidour? Je suis persuadé que Myriam, elle avait un truc de chidourim. C'était obligé. Elle n'a pas trouvé une fille bien pour son frère? Eh bien, là-dessus également s'exprime le Maharal. Il va dire pourquoi Moshe ne peut pas se marier avec une fille d'Israël. Regardez le Makor numéro 3. Ki haïsh Moshe klalihu. Nous sommes dans Gvurat Hashem, là où le Maharal parle de la sortie d'Égypte. Ki haïsh Moshe klalihu. ולכן לא היה יכול להינשא לאחת מבנות ישראל, בכדי לא להיות קשור לאחת ממשפחות ישראל. Vous imaginez? Si Moshe se marie avec une fille d'Israël, une Tunisienne. Par hasard. Ah, je suis polonais, donc c'est bon. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il sera, il aura une kéla tous les Shabbats. Ce qui veut dire que quand il voudra faire des livrets Torah dans la synagogue marocaine, je ne sais pas si on le recevra avec kavod. Et derrière tous les sourires ici, on sait que c'est la réalité malheureusement. Alors, attendez, là on a vu que la moitié de la phrase. Alors vous imaginez s'il s'était marié avec une Ashkénaze? T'as vu? Moi, je me suis marié avec une Anglaise. Alors s'imagine? C'est moi chez Lishma. Et donc le Maharal continue et dit voilà, Kaïch ou Klali, il ne peut pas se rattacher à une famille d'Israël. Et donc termine le Maharal en disant ולכן היה צריך לקחת אחת מבחוץ כדי לשמור על כלליותו. En d'autres termes, Moshe il a deux options. Soit il se marie avec toutes les femmes d'Israël, soit il se marie avec une fille qui ne fait pas partie du peuple juif. Pourquoi? Car Moshe ou Klali. Moshe, il est collectivité personnifiée. Ou Klal Israël. Il n'est pas sectoriel, Moshe. Moshe, il rassemble tout le monde. Comme il rassemble tout le monde, il ne peut pas être rattaché à une partie du peuple juif. Il est obligé d'être pour tout le monde. Donc soit il se marie avec tout le monde. Non, ça peut peut-être nous faire sourire, mais je vous rappelle que... Que quoi?
Ouais, enfin bon, là il y a la polygamie, mais c'est déjà de la polygamie de 600 000 quand même. C'est déjà de la polygamie Ligue des Champions. Non mais au-delà de ça, c'est non seulement la polygamie était permis, mais dans le livre de Vaïkra, le Passouk nous dit Vayabito achare Moshe. Lorsque Moshe rentrait dans le Ohel Moed, dans le Mishkan, alors la Torah nous dit que Vayabito achare Moshe, que les gens ils allaient regarder. Et le Midrash là-bas est très très dur. Et il dit que les Bnei Israël vérifiaient, parce que tout le monde pensait sur leur femme à eux, qu'elle était chétiche avec Moshe. Alors, je comprends pas. Pourquoi tu penses ça? Ben, parce que on a tous compris que Moshe il a un rapport avec notre femme. Avec ma femme, avec ta femme, avec ta femme. Moshe il a un rapport avec tout le monde. Et donc c'est la raison pour laquelle il va chercher une femme à l'extérieur, pour rester klali. On reviendra sur cette femme de l'extérieur, parce que je suis pas encore sûr de comprendre pourquoi il a été là-bas. Mais bon, on comprend que Moshe, il vient de l'extérieur, Moshe il est klali. Cette notion de klaliout, cette notion de grandeur, quand on parle de la sortie d'Égypte, eh bien c'est quelque chose de fondamental. Les amis, la sortie d'Égypte, comment on dit ça en hébreu? Yetziat Mitzrayim, Ron. Donc quel est l'objectif? Qui doit sortir? Mitzrayim. Ok? Parce qu'on dit, si vous voulez, comment on pense? On dit Yetziat Mitzrayim, ceux qui sortent, c'est les Juifs, c'est un Israël. Le problème c'est que c'est pas ce qu'on dit en hébreu. Yetziat Mitzrayim, en grammaire, ça veut dire la sortie de l'Égypte. Si on avait voulu dire que les Hébreux sortent, on aurait dû dire Yetziat Israël ou Yetziat mi Mitzrayim. Mais si le bitou ici, l'expression qui est utilisée tout le temps, c'est Yetziat Mitzrayim, ça veut dire que l'idéal de la Géoula, c'est que Mitzrayim sorte. Et là, ça nous remet tout de suite dans une réalité. On a l'habitude de penser que les Goïms sont chez eux sur terre et le peuple juif est en exil. C'est une réalité qui est tronquée. À dire vrai, depuis la tour de Babel, les Goïms aussi sont en exil de leur identité. Et donc la sortie d'Égypte, évidemment, va sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir faire sortir l'Égypte, en d'autres termes, le monde. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, l'Égypte c'est le monde. Il va falloir faire sortir le monde de la servitude, le monde de cette Égypte-là. Ce qui fait que Moshe, non seulement ne peut pas être sectoriel et grandir rattaché au sein d'une famille d'Israël, mais puisque la sortie d'Égypte est censée amener la Géoula au monde entier, il faut que le monde participe à la formation et au dévoilement du libérateur. Et donc c'est nécessaire que Moshe grandisse en Égypte. Parce qu'il représente également cet idéal pour eux. C'est pas seulement qu'il a besoin de grandir à l'extérieur de la servitude pour pouvoir le sortir, il a besoin de grandir d'Afka bebeit Paro, d'Afka chez Pharaon, parce qu'il doit faire sortir également Pharaon. Et donc on comprend ici ce que dit ici le Rav Kook dans Oroth Israël au Makor numéro 4, lorsqu'il dit que Yetziat Israël mi Mitzrayim tishaer la'ad ha'aviv shel kol ha'olam kulo. Que la sortie d'Israël d'Égypte restera pour l'éternité le printemps du monde entier. C'est fou. C'est Comme les printemps arabes. je pense que lorsqu'il écrit ça, il n'y a pas encore de notion de printemps arabe. Et je pense que lorsqu'il parle... Ouais, non, mais lorsqu'il parle, lui, de printemps, je pense que c'est plus dans le renouveau, quelque chose de positif. Mais effectivement, le temps nous rattrape. Malazot. Zenachan. Alors, ok, très bien. Pardon? C'est-à-dire? C'est encore les perturbateurs, les mêmes. Alors, très bien. Besséder. Mon cher Rabbeinu, on a compris pourquoi il grandissait à l'extérieur. Parce qu'il a besoin de comprendre cet extérieur. Parce qu'il a besoin de ne pas être esclave dans sa nature pour pouvoir sortir de là. Soit, entre parenthèses, dès maintenant et jusqu'à la fin du cours, toute ressemblance avec des situations actuelles serait purement fortuite et imaginaire, bien évidemment. Mais vous comprenez donc que le Goël ne peut pas venir du Beth Midrash. Il peut pas. Non mais là on est au Beth Midrash. C'est bien le Beth Midrash. Le Beth Midrash is good. Aval, le Goël ici ne peut pas venir du Beth Midrash. Parce que s'il vient du Beth Midrash, comment il connaît le monde qu'il doit sauver également? Et s'il est soumis à une certaine, je sais pas moi, des restrictions dues à l'habillement, dues aux aliments cachers, et qu'il y a des répressions par l'Union Européenne sur les aliments cachers, comment est-ce qu'il va nous sortir de cet esclavage si lui-même est pris dedans et embourbé dedans? Je sais pas, on va voir. Il n'empêche que là, la Torah va revenir et va nous présenter notre Moshe national. Alors,
on a ouvert la semaine dernière, enfin là, Shabbat, on a ouvert quel livre? Shemot. Ce qui veut dire Les noms. les noms, les fameux. Sauf que ça veut dire quoi encore? Shem, en hébreu, c'est le nom, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire ça, les Shem, Machou. Je fais ça au nom de. Shem, c'est également Matara, un objectif. Ton nom, c'est ton objectif dans la vie. Et donc le livre de Shemot s'ouvre, Ve'el Shemot Bnei Israël Abayim Mitzrayma. Voilà les objectifs du peuple juif qui descend en Égypte. Vous comprenez que ce livre-là est un petit peu différent du premier. Comment il s'appelle le premier livre de la Torah? Bereshit. Parce que là, tout va bien. Shemot, Shemot. Le seul problème, c'est que nos sages dans le Midrash appelaient le livre de Shemot par un autre nom. Comment? Sefer HaGeoula, c'est plus tard. C'est des rabbinim plus du Moyen-Âge. Et donc, on commence dans le Talmud et après les Géonim et le Moyen-Âge. Matarot, non, ça aurait été trop facile pour moi. Non, il l'appelait Sefer Sheni. Sefer Sheni. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est logique, pourquoi? Parce que quoi? Le deuxième. C'est le deuxième. Chas v'shalom. Parce qu'on n'a nulle part vu qu'ils appelaient Vaïkra Sefer Shlishi. Et donc, ça veut dire que c'est quoi? Ou Sefer Sheni. Shel Bereshit. Vous connaissez Shmuel Aleph, Shmuel Bet? Melachim Aleph, Melachim Bet? Il y avait un Bereshit Aleph, Bereshit Bet. C'est-à-dire qu'on parle de la même chose, à savoir du dévoilement Mimala Lemata. Dans Bereshit, on va te présenter qui est le Ham Israël. Dans Shemot, toujours Milemala Lemata, du haut vers le bas, on va te présenter, maintenant que tu sais qui c'est ce Ham Israël, quel est son objectif dans le monde. Alors très bien, jusque-là tout va bien. Donc ça veut dire qu'on est centré dans ce livre sur les Shemot. D'ailleurs, bah, il ne ment pas. Fais les Shemot Bnei Israël, Abayim Mitzrayma, Yaakov, Ishu Beto Baou, Reuven, Shimon, tatata, et bah, ça pulse sur les noms. Et ils sont 70 et on est content. Donc ça veut dire que c'est un livre qui nous parle énormément de noms. Les noms, c'est important pour ce livre-là. Et puis, Tom, nous arrivons au deuxième chapitre du livre. Et ben voilà, c'est là que les Athéniens s'atteignaient. Il va falloir comprendre pourquoi le deuxième chapitre du livre enlève les noms. Il n'y a plus de noms. Tout d'un coup, il n'y a plus de noms. Regardez. Anonyme. Maintenant, numéro 5. Voyez, Vayelech ish mi bet Levi. Non, j'ai mal traduit. Vayelech Amram, vayikach et Yochevet. C'est ce qui aurait dû avoir marqué. Et pourtant, c'est pas ce qui a marqué. Il y a marqué Vayelech ish mi bet Levi. Vayikach et bat Levi. C'est qui ces gens-là? Le Yodéa. La tradition d'Israël va me dire que c'est Amram et Yochevet. Mais pourquoi la Torah me le dit pas? La Torah ne sait pas parler de noms de gens. Elle fait que ça. Et donc si là on nous dit Ish mi bet Levi, Vayikach et bat Levi, c'est volontaire. Volontairement on nous dit, je ne veux pas te dire qui c'est. Tu sais pourquoi? Parce que si je te dis qui c'est, tu vas commencer à penser sectoriel. Tu vas commencer à penser c'est particulariste. C'est lui et pas quelqu'un d'autre. Là je veux que tu comprennes de manière klali, globale, de qui on parle. Vayelech Ish mi bet Levi. D'ailleurs, il vient de quelle tribu ce Ish? Lévi. Lévi c'est comme on dit en arabe, c'est un Luftmensch. Ouais. C'est un... Pas de lopin de Il n'a terre. pas de réalité propre, il n'a pas de terre, il n'a pas... C'est un Lévi, on l'a même pas vu arriver. Il n'a pas de réalité propre, il n'a pas de territoire, il est un peu partout. Là, Lévi, cher Lévi, ça marche. Et alors il dit, Vayilech ish mi bet Levi, vayikach et bat Levi. Tov, il a fait. Ensuite, Pasuk bet, Vatar Aisha, Vatelet ben. Ok. Jusque là tout va bien. Vatere oto ki tovu. Vatikra et shemo tuvia. Pourquoi vous riez? C'est ce qui aurait dû avoir marqué. Dans tout le livre de Bereshit, quand on me parle des péripéties de l'accouchement de la mère, et qu'on me dit qu'est-ce qu'elle a ressenti, c'est pour me donner le nom. Vatikra et shemo Reuven, kira Hashem beoni. Hishama Hashem, vatikra et shemo Shimon. הפעם ילווה אישי עליי, ותקרא את שמו לוי. הפעם הודה את השם, תקרא את שמו יהודה. בסדר, alors là on te dit, ותראה אותו כי טוב הוא. גם טוביה. Il faut qu'il s'appelle Touvia. Agar, c'est un des noms de Moshe d'après la Gemara. Touvia. עכשיו c'est pas marqué. C'est pas marqué, attendez. ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו 3 ירחים. Et le Midrash te dit qu'elle a accouché quand elle était au 6e mois, c'est-à-dire elle l'a caché pendant 3 mois. Génial. Petite question. Pendant ces 3 mois, comment ils l'ont appelé? Choupiné?
Hamoutchik, Non, Manitou, il disait qu'il n'avait pas de nom, parce Non. qu'ils étaient sous parce qu'il était sous. sous l'esclavage. Sous l'esclavage, Ils arrivaient, voilà. ils avaient Donc, il y avait même pas personne le qui temps avait de donner un nom. Quoi. Personne n'avait de nom. Non, enfin ouais, c'est ça. En gros, et d'ailleurs, c'est le premier qui a eu un nom, je crois. Enfin, Bah, mais pourtant, c'est la fille de Paro qui lui a dans le donné. chapitre d'avant, on parle de tous les noms de tout le monde. Ouais. Donc ils ont des noms. Et Manitou, quand il te Mais dit le qu'il chapitre n'avait d'avant, pas de nom. ils étaient pas sous Alors, l'esclavage. il va falloir. Non, mais bien sûr. Mais c'est pas le seul. Ah, tu dis tous les enfants qui sont nés, ils n'avaient pas de nom. Non, je sais pas, mais je pense. Ça, ça paraît compliqué. Mhm. D'autant plus que Manitou, quand il te dit, et on va reprendre cette idée-là, bien sûr qu'il avait un nom. Pourquoi je le sais? Parce que tous les Midrashim nous disent quels sont ses noms. Mhm. Touvia, Tov, Yekoutiel, plein de noms. Donc il avait certainement beaucoup de grands-parents. Il a donné plein de Non, noms. parce que c'est le problème. En plus, si c'est comment la fille de Paro lui donnerait son nom. Ce serait pas sa mère ça, qui c'est lui donne son nom, en fait. Mais bien sûr que sa mère elle a donné. Attends, je comprends pas. Au bout de 8 jours, ils n'ont pas fait une Brit Mila? Alors vous allez me dire, il était né Maoul. Ben c'est même quelqu'un qui naît Maoul, on doit lui faire atafat d'âme. On doit lui faire sortir une goutte de sang. Et Vaïkaré Shemo Israël, comme la grand-père. Tout va bien. Donc forcément, ils lui ont donné un nom. Mais en Égypte, ils n'ont pas fait la Brit Mila, si, puisqu'ils ont fait à la fin. Tu dis quand ils sont sortis d'Égypte, Ils ont fait tous la ils n'ont pas fait la Brit Mila. D'accord. Chez Moshe, il n'y a pas de problème, il était Maoul. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que, évidemment qu'ils lui ont donné un nom. Quoi, tu t'imagines? Pendant 3 mois et je ne sais combien de temps après, tu dis tous les gens, vous n'avez pas de nom. Ah, c'est pas recevable. Macheken, la Torah veut pas te dire son nom. Et c'est ça qui est important. ça. Voilà, c'est ça que Manitou veut dire. Bien sûr qu'il avait un nom, mais on s'en fiche parce que la Torah ne nous en parle pas. Et c'est d'autant plus particulier qu'on est dans le livre qui s'appelle les noms. Et que dans le livre de Bereshit, on parle que de noms. Donc là, si on veut pas me le dire, c'est volontaire. Vatispeno shosha yerachim. Velo yachla od atzepino, elle pouvait plus le cacher. Vatikach lo tevat gomer. Top, elle l'a mis, on connaît, elle l'a mis dans le petit berceau sur le Nil. Tout va bien. Vatasem ba et hayeled, vatasem basouf al sefat hayeo. Et là, autre acteur, donc peut-être on va avoir un nom. Vatetatsar achoto merachok. Non, il aurait fallu marquer Myriam. Ben non, là non plus, on ne sait pas qui c'est. C'est achoto. Et puis ça continue. Vatetatsar achoto merachok. Ladat maya selo. Vatere bat paro. C'est qui? C'est qui? Bat paro. Comment vous savez? Dans Cécile B2000. La gagnette, elle nous a dit. Et d'où la gagnette, elle sait? C'est pas marqué là. Là, c'est marqué Vat Paro. Alors vous allez me dire, parce que dans Divrei Hayamim, il y a quelqu'un qui s'appelle Bithia et qui est la fille de Pharaon. Béhémet, c'est-à-dire Béhémet, l'oratoire que elle, cette fille de Pharaon, elle s'appelle Bithia. Mais c'est le méchané. Parce que vous voyez qu'ici, volontairement, on nous occulte les personnages. Pourquoi? Ben là encore, parce qu'on veut, on veut montrer que cette naissance-là, c'est une naissance collective, clalite, globale. Il n'est pas rattaché à qui que ce soit. Pire que ça, regardez, on va terminer ça. Vatere bat paro, lichot salayeor, venarotea, elles vont avec elle, tout va bien. Vatere et a teva, betor hasuv, vatishlach et amata, vatikachea. Gam amata, on ne sait pas qui c'est, tout va bien, on ne sait pas qui sont les gens qui sont dans l'histoire. Alors on a compris qu'il s'agissait ici d'une erreur volontaire, d'une absence complètement volontaire. Mais pourquoi? Alors on a dit parce qu'il doit être klali. Mais pire que ça, il est non seulement klali, mais vous allez voir que cet enfant-là, mais il est particulier. D'abord, on sait que lorsqu'il est né, sa mère a vu qu'il était quoi? Bon. Vatéréoto qui tovu. Moi je veux bien qu'on soit klali, je veux bien qu'on grandisse en Égypte pour pouvoir amener la Géoula, mais il faut quand même quelque chose pour que ça marche. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que quelque part au plus profond de toi, tu sois quand même quelqu'un qui... Ta neshama, elle doit être d'un sacré haut niveau. Et c'est pour ça que Chazal, ils vont nous dire Vatéréoto qui tovu. C'est quand la dernière fois qu'on a parlé d'un truc qui était tov? Et c'est Briata Olam, particulièrement. Quoi? Yom Shishi? chaque jour. Non, tout. פעמיים כי טוב ביום פעמיים שישי. כי טוב. אבל כל הימים. Non, mais ça c'est le regard porté sur toute la journée. Est-ce qu'il y a un truc particulier, on nous a dit? Tov. Briata Adam? L'auto Briata Adam Levado. האור כי טוב. Ah! On nous a dit? נכון. on dit ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוהים את האור, כי טוב. והנה, c'est ce qu'on a ici dans la source numéro 6, c'est ce que Chazal nous dit dans Masechet Sota, בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור, כתיב אחא ותראה אותו כי טוב הוא. וכתיב הטעם, וירא אלוהים את האור כי טוב.
C'est-à-dire que la lumière qui est rentrée dans la maison de Amram et Yocheved, c'est la lumière de la création. Cette lumière de la création, elle sert à quoi? On n'est pas du tout en train de faire de la mystique ou quoi que ce soit. J'aimerais être très très concret et très terre à terre. Cette lumière dont on parle dans la création, est-ce qu'il s'agit du soleil? La Vada et Shelo. Évidemment que non. Donc de quelle lumière on parle? Comment les kabbalistes appellent cette lumière? Or à Ganouz. Donc on a utilisé un mot pour faire genre on connaît la Kabbalah, mais en fait on n'y connaît rien et c'est normal. Par contre, qu'est-ce qu'il fait Rashi quand il y a un truc qui est pas très clair en hébreu? Il explique en? C'est quoi le laz? En français. Français. Alors viens, on explique en français. C'est quoi or à Ganouz? Est-ce qu'il y a un mot qui ressemble que vous connaissez? Quoi? Gniza? En français? Non, En français, en français. Garge-les-gonettes. C'est pas mal. Or à Ganouz, est-ce que ça vous fait penser à un mot en français? organisation. Bien fait, organisé. Organisé. L'objectif de cette or à Ganouz, c'est les Sader et Taolam. Qui c'est qui mieux que Moshe le Goël, peut les Sader et Taolam, peut organiser les choses de manière ordonnée. Et donc c'est pour ça qu'on parle de lui. Alors très bien, Moshe il est lancé, il va partir. Il est klali, tout va bien. Entre parenthèses, s'il est klali, ça veut dire qu'il peut être relige, il peut être pas relige, il peut être assimilé, il peut ne pas l'être. Je ne sais pas qui c'est. Il est klali. Mais là, on va voir que notre enfant, notre Moshe, il y a un petit truc, on connaît l'histoire, on a vu le film ou le dessin animé, et on sait que il a été élevé où? Au début? Chez ses parents vrais. Parce qu'elle n'arrive pas à l'allaiter, machin, nanana. Moi je connais une fille qui peut allaiter, machin. Ok. Maintenant, pendant 2-3 ans, il est chez donc Amram et Yocheved. Est-ce qu'il est conscient de sa lignée naturelle? Est-ce qu'il est conscient du fait qu'il est le fils de Amram et Yocheved? Eh bien d'après le Midrash, oui. Il le sait. Même une fois qu'il revient chez Bat Paro, il a un groupe WhatsApp avec ses parents, tout va bien. Il est conscient qu'il vient de Amram et de Yocheved. Il est d'ailleurs très conscient que Amram n'est autre que le chef du peuple juif en Égypte. Avant qu'il frappe le Mitzri, on Avant. Quand il grandit, notre Moshe, il est très conscient que biologiquement parlant, il est le fils de Amram et On Yocheved. sait l'âge qu'il a, que Yored el Echav Ivrim. Attends, on n'a pas lu encore. Là. D'abord, je veux juste simplement que tu saches que quand il grandit, Bebet Paro, il sait très bien qu'il est l'enfant naturel de Amram et Yocheved. D'un autre côté, il sait, et là je suis en marloquette complète avec le film et le dessin animé, parce que d'après la Torah, à aucun moment on est en droit de supposer que Moshe a un frère en Égypte. Dans le film, dans le dessin animé, il grandit avec Ramsès. C'est ses grands copains. Et donc Moshe, il n'a jamais été censé être le successeur de Pharaon. Or, d'après la Torah, à aucun moment tu peux penser ça. C'est-à-dire, d'après la Torah, semble-t-il, Moshe, quand il est prince d'Égypte, ou Mamash, prince d'Égypte. C'est-à-dire, c'est Mamash, lui, le prince d'Égypte. L'héritier de Pharaon. Et donc, Moshe sait qu'il est soit le futur potentiel chef du peuple juif, soit le futur roi du monde. Et maintenant, dans l'identité de Moshe, il va falloir faire un choix. À quelle histoire j'appartiens? Est-ce que j'appartiens à l'histoire du monde, ou est-ce que j'appartiens à l'histoire d'Israël? Et ça va commencer quand, cette histoire, cette double identité, ce conflit identitaire chez Moshe? Eh ça commence justement quand Yocheved le ramène après l'avoir sevré. Regardez, accord numéro 7. Oui. Juste une question. Quand Bat Paro le récupère, elle sait très bien que c'est un Ivri. Ouais. Comment un Ivri peut devenir roi d'Égypte? C'est pas possible. Comment un Ivri peut devenir roi d'Égypte? Déjà, Il n'y a rien marqué dans le Midrash aussi non plus, ni dans la Torah, d'après ce que je me rappelle, qu'il était censé devenir pharaon. Ah bon? Alors qu'est-ce que tu fais du Midrash Tanchuma qui dit que Pharaon l'a envoyé en stage devenir Meler Kush pour apprendre comment on gère un pays? Je l'ai pas lu. Non, ça veut dire, Bevadaï que Moshe, en tant que... là je t'ai cité un joker, mais on va voir que c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Que oui, il est censé devenir le Premier ministre pour suivre le papa. Noir sur blanc. Noir sur blanc, on va le voir. Oui, vous voulez dire? Non? Il a dit quand est-ce qu'on a vu qu'un Ivri, on a bien vu que ça qu'il aurait pu devenir roi d'Égypte. Alors, déjà, on pourrait citer Yosef, parce qu'on a déjà vu des Hébreux qui accèdent aux plus hautes fonctions de l'État. Maintenant, d'un autre côté, avec ce pharaon-là, qui n'était pas le plus grand copain des Hébreux, compliqué. Mais d'un autre côté... D'après certains, c'est le même. Pardon? D'après certains, c'était le même. D'après certains, c'est le même.
j'ai du mal à y croire. Au niveau chronologique, c'est compliqué. C'est-à-dire que même lorsqu'on dit c'est le même, ça veut dire que c'est la même dynastie. À mon avis, ça peut pas être le même. Sinon, ça veut dire qu'il vit 350 ans. Mais bon, la Maloche et la Briout, dans toutes les façons, il a grandi chez Pharaon. Puis personne ne sait que c'est un hébreu. Il y a certainement des listes de propagande, il est là, il est là. Et donc, regardez, ce conflit identitaire chez Moshe, est-ce que je suis un citoyen du monde? Est-ce que je suis un Égyptien de confession israélite? Ou est-ce que je suis un Juif? Eh bien, c'est un conflit qui commence dès le départ. Regardez, Vaïgdal Ayeled, donc il a grandi, il a été sevré, ce que nous dit Rashi. Vatevieu le bat paro. Qui amène? Qui amène? Il a grandi et elle l'a amené à la fille de Pharaon. Yochevet, d'accord? Vatevieu le bat paro. Vaïla le ben. Il a été pour elle un fils. Jusque là tout va bien. Vatikra shemo Moshe. Qui l'appelle Moshe? Yochevet? Bat Paro. Bat Paro. C'est-à-dire que Bat Paro, Batia ou pas Batia, elle parle quelle langue? Égyptien. Égyptien. Donc Moshe c'est un nom en égyptien. Vous comprenez que le nom du plus grand des prophètes, le nom du Goël, le nom du Mashiach, du libérateur, ce que tu veux, c'est Christian. Non, il faut en être conscient quand même. Alors qu'est-ce que ça veut dire Moshe en égyptien? Parce que j'imagine que vous êtes des grands égyptologues. Moshe c'est une marloquette. Marloquette, qu'est-ce que ça veut dire dans les chercheurs de la Torah et en rapport avec l'égyptologie? Mais l'avis qui se détache, c'est que ça veut dire Ben. Ce qui va très bien avec le verset. Vaïla le Ben. Vatikra et Shemo Ben. Elle était tunisienne elle aussi. Elle l'a appelé mon fils. Tout va bien. Ok. Donc, Bat Paro, très logique, donne un nom égyptien à Moshe. Ça ne me choque pas du tout. Mais regardez la suite du verset. Vatomer kimin amayim meshitiu. Ça veut dire quoi Vatomer? Et elle a dit kimin amayim meshitiu. Car il a été sauvé des eaux. Hachem qui parle. Si ça avait été Bat Paro, nous dit Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, Vatomer est superflu. Parce que c'est elle qui parle. C'est-à-dire, imaginez le verset. Vateviu le bat paro, vaïla le ben, vatikra et shemo Moshe, ki min hamayim meshitiu. C'est comme ça que c'est marqué dans tous les autres versets de la Torah qui parlent de... je donne la raison du nom. Et donc Rabbi Yitzhak Abravanel dit, si on a dit Vatomer, c'est qu'il y a une tierce personne qui a parlé. Et il nous dit, c'est qui cette tierce personne? C'est laquelle la seule qui est dans la pièce? Yochevet. Mais c'est surtout que c'est écrit en hébreu. La bat paro, elle parlait pas l'hébreu. Ah, tu dis, la bat paro, elle ne parle pas hébreu. Bah oui. Ben non. Peut-être que c'est une traduction. Mais non, mais Oui, moi, peut-être que c'est une traduction, ça vient peut-être. de Meshitéo. Il a fait... En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Yochevet fait un drouche, fait une dracha hébraïque sur le nom égyptien de Moshe. C'est comme le Rav Shaki l'avait dit un jour, c'est comme il y a plein d'Israéliens qui s'appellent aujourd'hui, c'est un nom à la mode, il s'appelle Tom. Et ils te disent Emilacham Tumimut. Alors que c'est Thomas. Alors ça, on fait une dracha juive sur des noms goy. Et donc, ici, Bat Paro l'appelle Moshe. Yochevet dit, ah, tu l'as appelé Moshe. Il est Moshe, Meshitiu. En plus, j'ai une histoire avec l'eau et tout. Kimin Amayim Meshitiu. Ce qui veut dire que dès son nom, Moshe, il a une double identité. Il est égyptien ou il est hébreu? D'après son nom, il est égyptien et hébreu. Et vous comprenez que la dualité de son identité commence à ce moment-là et va aller en grandissant. Va aller en grandissant dans le verset d'après. Le verset d'après, c'est marqué Vaïgdal Moshe. Mais c'est Vaïgdal Moshe. Il a grandi. Ouais, mais juste avant, il avait marqué Vaïgdal Ayeled. Ce qui va amener Rashi, ce que je te disais tout à l'heure, Rashi dire Echad lekoma, vechad likdula. C'est le premier Vaïgdal Ayeled, ça veut dire qu'il a grandi. Il a grandi, il a eu 18 ans. Le deuxième Vaïgdal Moshe, l'Ikdoula, que Paro mina oto al kol arzo. C'est-à-dire qu'il est devenu Rosh Memshala. Ok, tout va bien, c'est logique, c'est l'héritier, Rosh Memshala, j'ai pas de problème. Mais là, hein, ça se corse. Et c'est parti les amis. Il y a marqué ici, je sais pas. Vaïgdal Moshe, Vayetse alechav. Il est sorti voir ses frères. C'est qui? Ses frères. Bnei Israël. Comment tu vas t'arranger avec Rabbeinu Avraham Ibn Ezra, qui dit que c'est les Égyptiens? C'est qui les frères de Moshe? Avec qui il joue au foot tous les week-ends? Les Égyptiens.
On est d'accord que c'est les Égyptiens, ses frères? C'est pas le Siblotam alors. Attends, j'ai pas lu encore le Siblotam, je connais pas le Siblotam. J'ai reçu du Rav Cherki que quand on étudie un verset, on ne sait pas ce qui est marqué dans le verset d'après, et il y a une alinéa dans cet argumentaire, c'est que quand tu lis le début d'un verset, tu sais pas ce que la fin du verset est. Ah, ça, on va arriver à Siblotam, 2 secondes. Mais d'abord, c'est clair que c'est les Égyptiens, ses frères? Si, ses frères. Avec qui il a grandi toute sa vie? Oui, mais là, Oui, mais vu qu'il est conscient aussi de son identité. Ah donc toi, tu dis, Rabbi Avraham Ibn Ezra, il a tort. S'il a vécu. c'est qui on a gagné Hein? C'est pas juste, parce que je te lance comme ça, Rabbi Avraham Ben Ezra, c'est pas sympa. Non, moi j'ai appris que c'était les Hébreux. Bah oui, parce que c'est comme ça qu'explique le Ramban. Le Ramban dit que Echav, c'est les Hébreux. Alors tu dis la suite du verset, Vayar Besivlotam, ce que tu traduirais par il a vu leur souffrance. Dit le Ramban, ah oui, c'est leur souffrance, donc c'est les Hébreux. Dit Rabbi Avraham Ben Ezra Mapitom, Sevel Batanar, ça veut pas dire souffrance, ça veut dire travaux. Moshe, en tant que Rosh Memshala, a été voir l'avancée des travaux, Pitom vers Ramsès. Maintenant, qui sont les contremaîtres? Les architectes, c'est pas des juifs. Les chefs de projet, c'est ses frères, les Égyptiens, il a été voir leurs travaux. Ça marche pas après le passage d'après. Attends, on a dit, je connais pas le passage d'après. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce stade-là, Vayetzel Echav, qui a raison? Aramban, c'est les Hébreux, Oy Ben Ezra, c'est les Égyptiens. S'il a vécu avec des Égyptiens. Ça c'est pas si, c'est sûr qu'il a vécu avec Il a des vécu Égyptiens. avec des Égyptiens. Quand on dit Vayetzel, il sort des Égyptiens. Vayetzel. Bah, il a peut-être des frères qui sont ailleurs. Et le Rabbi Avraham Ben Ezra, il te dit, il y a des contremaîtres égyptiens chez les Hébreux. Vayetse du palais, elle est grave. Pourquoi pas? La vérité, c'est que le Rav Kook nous explique qu'il a été vérifié. Qui a raison? Ramban ou Ibn Ezra? Moshe a été vérifié qui sont ses frères. Est-ce que mes frères c'est les Égyptiens? Ou est-ce que mes frères ce sont les Hébreux? Parce que je sais très bien que je suis le fils d'Amram et Yocheved. D'un autre côté, je sais très bien que je suis le fils de Pharaon. Donc qui je suis? Il va aller voir, oui? Et comment il sait que c'est le fils de Abraham? On a dit parce que le Midrash nous dit qu'ils ont resté en contact depuis qu'il a été allaité là-bas. Ils sont restés en contact. Il le sait, ils ont un groupe WhatsApp, je t'ai dit, ils sont en contact tous les Shabbats, ils disent Shabbat Shalom, machin. Non, il connaît. C'est ça. Alors, il a été vérifié qui a raison. Qui sont mes frères? À qui j'appartiens, moi le Mashiach, moi le Goël? À qui j'appartiens? J'appartiens à la culture mondiale ou j'appartiens au peuple juif? Eh bien, regardez ce qu'il a marqué. Vayar ish mitzri make ish ivri mecha. Lorsqu'il sort, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ish mitzri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ish batanach, c'est un homme, mais quand on dit ish, c'est un homme d'importance. Ici, en d'autres termes, ça représente l'Égypte. C'est un homme qui représente à lui seul, l'Égypte. Chez Umake, ish ivri, qui représente le peuple hébreu. En gros, Moshe sort et voit que l'Égypte, la société mondiale, la civilisation, les puissants sont en train de frapper les plus faibles. Et à partir du moment où Moshe voit l'Égyptien frapper Dreyfus, alors il décide de prendre part et d'écrire l'État juif. À ce moment-là. C'est-à-dire, Vayar ish mitzri make ish ivri. Ah ouais, c'est comme ça? Me'echav. À ce moment-là, il prend sa responsabilité et décide que Echav, ce sera celui qui est frappé. Tous les jours d'esclavage, il ne voyait pas ce qui se passait. Comment tu veux qu'il voit? T'es dans le palais. Il est au palais, il est en train de s'occuper de... ils sont pas dehors. C'était quand même connu de tous qui se faisaient fouetter. C'est une chose, que les choses soient connues généralement, et les vivre. C'est deux choses complètement différentes. Donc lui, il n'allait jamais sur le chantier. Pourquoi tu veux qu'il aille sur le chantier? Tu connais souvent des premiers ministres qui vont là où ça sent mauvais? Et là, il se rend compte, oui? Pourquoi on dit Ish Mitzri, Ish ça veut dire que c'est un homme d'importance, mais Ish C'est l'Égypte. non. Si, aussi. Donc, J'ai dit ça représente l'hébreu. quelqu'un d'importance qui tape un autre. Bien Pourquoi sûr. le grand tape le petit? Les Non, deux non. sont- Vous n'avez pas compris. Ish Mitzri, ça veut dire qu'il représente l'Égypte. De la même façon, Ish Ivri, ça représente les Hébreux. Le peuple hébreu, c'est pas un personnage. Maintenant, comment je sais que l'Égypte, ils sont plus forts que les Hébreux? Bah, c'est la réalité des forces en présence. Donc à partir du moment où Moshe voit qu'il y a quelqu'un qui frappe l'autre, il prend position pour celui qui est frappé. C'est un choix qui n'est pas forcément toujours vrai. C'est vrai que celui qui est frappé a tort, a raison, c'est ça? C'est toujours vrai que celui qui frappe a tort? Non, c'est pas toujours vrai. Chad Gadya. Mais combien de fois on est venu chercher nos enfants au GAD
Enfin, moi, ça m'est arrivé. Et mon fils était puni parce qu'il avait frappé un autre enfant. Et finalement, après Khakira Mishtartit, il s'est trouvé auprès de la Gadenet que c'est l'autre enfant qui a poussé mon fils en premier. Et juste que mon fils, il n'était pas content. Et au niveau de la génétique, il était plus là que l'autre. Et donc, il lui a mis une grosse tarte. Bon, maintenant, il s'est fait punir parce que c'est lui qui a tapé, c'est lui qui était le plus fort. Est-ce que c'est forcément juste? Non, c'est pas forcément juste, mais c'est basé sur un référentiel moral. C'est le début de la recherche morale de la prophétie chez Moshe. Et donc là, il a choisi de faire partie de quel peuple? De quelle histoire? L'histoire juive. Ça y est, j'ai choisi. C'est bon. Super. Qu'est-ce qui se passe le lendemain matin? Bon, alors là, il y a marqué... סליחה, מכה ישיר מאחיו, ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, וירח את המצרי, ויטמנהו בחול. Il a regardé ici et là, on a l'habitude de dire qu'il a fait comme ça, pour bien, n'importe quoi. Le lendemain, tout le monde est au courant. Donc c'est pas qu'il a regardé à gauche, à droite et qu'il n'y avait personne. Et la mazé vaifen כה וכה, ben des voix. C'est-à-dire qu'il a vite fait vu que de cette Égypte, il n'y a plus rien de bon qui sortirait, ויטמנהו בחול. Il a compris que l'Égypte, ce qu'on en ferait, c'était des fouilles archéologiques. C'est l'osé. Ok. Seulement le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Là, regardez. Regardez ce qui se passe le lendemain. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? Le lendemain, il va, fier de son nouveau choix identitaire, il va voir ses frères hébreux cette fois, et il voit deux frères se frapper l'un l'autre. On saura que c'est Datan et Aviram. Et dit, la Racha, lama tכה רעך? Réponse de Datan et Aviram, enfin réponse ici du personnage, réponse complètement incompréhensible. Mi samcha le ish sar veshofet alenu. Mais pour qui tu te prends? Qui tu es toi pour nous juger? Et là je dis temps mort. Qui je suis, Coco? Sors n'importe quelle pièce de monnaie. T'as vu le poster? C'est Bibi. Qui je suis? Mais je suis le prince d'Égypte, de quoi tu parles? Je fais comme ça, tout le monde meurt. Alors c'est quoi cet argumentaire? Mi samcha le ish sar veshofet alenu. Mais j'ai fait ce que je veux. Oui, Moshe, hier, t'étais le prince d'Égypte, tu faisais ce que tu voulais. Mais hier, t'as choisi d'être un hébreu. À ce titre, Mi samcha le ish sar veshofet alenu. Haleorgeni ata omer kaasher harakta et hamitzri. Tu vas nous faire la même chose que t'as fait à l'Égyptien? Ça y est, tu fais partie de la maison maintenant. Tu veux être le patron, on va organiser des élections, on va voir. Hein. On comprend bien ici que Moshe a décidé de faire partie du peuple juif. Le problème, c'est que lorsqu'il rentre dans la réalité du peuple juif, il est face à une réalité pas belle. Et nous dit Moshe, Ve'achen noda adavar. Mais Ve'achen noda adavar, on saute vite fait au numéro 8. Noda li adavar שהייתי תמה עליו, nous dit Rashi. מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך. Il dit Moshe, maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris quoi? Il dit Rashi que Moshe, il y a un truc qu'il avait jamais... Il s'était posé la question pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hébreux pour mériter ce traitement? Il dit bah maintenant j'ai compris. Ils sont pourris de l'intérieur. Comment tu veux donner à un peuple comme ça, tout pourri, de gérer le monde? Ils se disputent entre eux. Et donc qu'est-ce qu'il fait là Moshe? Il s'enfuit. Il s'enfuit. Pourquoi il s'enfuit? Mais parce qu'il n'a plus à qui se référer. L'Égypte l'a déçu parce qu'en qualité de superpuissance, ils ont montré qu'ils n'étaient pas moraux et qu'ils frappaient les plus faibles. Les Hébreux, Israël l'a déçu parce qu'ils sont pourris de l'intérieur. Alors il s'en va. Il s'en va où? Où est-ce qu'il va, Moshe? Où est-ce qu'il va? On sait où il va. Il y a marqué. הנה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. נכון? Il est parti à Midian. Et la question que j'aimerais poser, c'est par hasard il est parti à Midian? C'était le pays d'à côté? Pas super à côté, Midian quand même. Pourquoi il est parti à Midian? C'est volontaire qu'il va à Midian. Où est-ce qu'il va à Midian d'ailleurs? Où est-ce qu'il va? À la Bér. Lama? Regardez ma corde numéro 9. On dit Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin la chose suivante. Pourquoi il est parti? ולכן הבריחה של משה למדיין לא הייתה ללא תכלית כי אם לחפש את השרידים האחרונים של תורת אברהם. Pourquoi il est parti à Midian? Pour les derniers survivants. C'est qui Midian? C'est eux,
qu'est-ce que c'est? Midian, c'est le fils d'Abraham. Quand on s'est arrêté à Yitzhak et Ishmaël, Les autres vous vous rappelez pas qu'il s'est marié avec Ketura Toi qui regardes. et qu'il a eu, qui est Agar, certes, mais il a eu avec elle 6 enfants, dont un s'appelle, Midian. on ne connaît pas, ils sont marqués dans la Torah. Oui, mais on n'en parle jamais. Ah ben ça c'est un autre problème. Ils sont marqués dans la Torah. Et un d'entre eux, tu vois qu'on en parle, il s'appelle Midian. Et donc quand Moshe va à Midian, il va pas là-bas Stam, il va à Midian. Il veut chercher les derniers sridim de Torah Avraham. Il y a quand même marqué qui. Nahon, j'ai pas lu ça. Pourquoi il veut, qu'est-ce qu'il veut? Paro, parce que juste avant, il y a marqué que Paro, mais Vakesh la Argeo. Pourquoi Pitom Paro il veut le tuer? Certainement pas parce qu'il a tué un Égyptien. Il s'est retourné contre Certainement pas parce qu'il a choisi de faire partie des Hébreux. T'imagines? Si Moshe fait partie des Hébreux, il devient de facto le fils du chef des esclaves. Tu vas pas tuer le fils du chef. Tu vas te retrouver avec une rébellion d'esclaves. C'est un truc, les syndicats ils vont pas laisser faire. Tu vas pas tuer non plus Moshe parce qu'il a tué un Égyptien, c'est le prince d'Égypte, il en tue certainement tous les jours. Mais Paro il a compris que Moshe il est ni là, ni là. Il y a rien de plus dangereux qu'un électron libre. Ouais. Donc, Mevakesh là. Et donc il s'en va. Mais pas Stam, je m'en vais, je vais à Midian. Va Yeshev à la BR. Me dit Rashi, Mi Yaakov avinu lamad. Chez l'homme Isdavek Zivugo est là à la BR. Attendez, Yaakov il a été faire quoi au puits? Qu'est-ce qu'il a été faire Yaakov au puits? Chercher sa femme. Chercher sa femme, c'est tout? Qu'est-ce qu'il a été faire avec sa femme? Non mais c'était le spoiler pour pouvoir rentrer avec Rachel. Il est parti se sauver des sables. Il est quoi? Il s'est sauvé des sables. Je veux bien. Non, attention. Il se sauve des sables, c'est une chose. Mais c'est quand même après, dans un autre contexte, que Yitzhak et Rivka l'envoient chercher une femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire avec cette femme-là? Ah, il veut créer un Créer le Ham Israël. Il veut créer un peuple. Mi Yaakov avinu lamad. Donc qu'est-ce qu'il veut faire, Moshe? Créer un peuple. Créer un nouveau peuple. Puisque les Égyptiens c'est pas ça, les Hébreux c'est pas ça, on va créer un nouveau truc avec les derniers rescapés de la Torah d'Abraham. Pourquoi la Torah d'Abraham n'a pas dit ça? Pourquoi la Torah d'Abraham qui est Midat HaChesed? Et l'élément qui a lancé Moshe dans sa quête identitaire, c'est HaChesed. J'ai vu quelqu'un qui frappe, Zéloto. Alors que si ça avait été Yitzhak, il se serait posé la question, peut-être qu'il a raison de se faire frapper, enfin de frapper. Ok, donc lui il a été poussé par Chesed. Achab, ça c'est très sympathique, mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans notre réalité. Après la Shoah, on a vu également énormément de Juifs qui se sont désintéressés de l'Europe, parce qu'ils ont été déçus de l'Europe. Israël, ils n'étaient pas du tout fans d'Israël non plus par leur comportement, et donc ils ont été chercher des nouvelles possibilités. Des New York ou des New... ce que tu veux. C'est une réalité qu'on connaît. Que lorsque ce que j'ai toujours considéré comme étant la civilisation qui gère le monde m'a déçu, Israël ne m'a pas montré non plus qu'ils étaient... Wouhou! Alors je cherche autre chose. Seulement le problème c'est que voilà, Moshe maintenant se trouve à Midian. Il est content. Il est content, il est marié, il a 2 fils, tout va bien. Et les choses évoluent. Vayomer Hashem, accord numéro 10. On connaît l'histoire du buisson. Il s'est passé combien de temps entre le moment où Moshe est arrivé et le coup du buisson? 40 ans quand même. C'est-à-dire 40 ans où Moshe il fait quoi? Il essaie de construire sa nouvelle idéologie. Un nouveau peuple. Avec Morenu Verabenu Yitro. La malo. Et au bout de 40 ans, il semblerait que Yitro ce soit un bon prof, il arrive à la névoie. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit la chose suivante. Vayomer Hashem, Rao Raiti et Oni Ami Asher Bemitzrayim. Quoi, je savais pas que j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je savais pas que son peuple était en Égypte. C'est pourquoi la Torah me rappelle que le peuple d'Israël, que le peuple de Dieu, il est en Égypte. C'est pas pour moi, c'est pour lui. Kadosh Baruch Hu lui dit Rao Raiti et Oni Ami. Attendez, Ami c'est Ami Asher Bemitzrayim. C'est cela. Mais le problème c'est que Moshe il avait une vraie ta'ana. Il avait un vrai argumentaire, il disait mais attends mais ils sont pourris de l'intérieur. Réponse. La réponse c'est ce qu'il y a ici au Makor numéro 11. Dans la Triya, le commentaire de la Haggadah de Pessah du Rav Kook, nous dit Umaskir umadgish alze adrasha, alze et adrasha slicha, she'asu otanu raim. Sur ce qu'on dit dans la Haggadah, vayareu otanu amitzrim vayanunu, vayitenu alenu avoda kasha, nous dit le Rav Kook, emasu otanu raim. C'est-à-dire c'est pas qu'on était raïm. Moshe pensait que, de manière profonde, Am Israël était pourri de l'intérieur. Voir 2 personnes se battre, c'est penser que tout le peuple il est mauvais. Il y a marqué Ish. J'allais dire, parce que la Torah vient bien nous dire, c'est pas Stam 2 personnes. C'est des gens qui sont représentatifs d'une réalité.
Plus tard, tu apprendras dans le Midrash, dans les que c'est Datan et Aviram qui vont être tous ceux qui vont à chaque fois monter le peuple les uns contre les autres. Pourtant, Et donc, oui. Le Midrash, il dit que entre eux, ils ne faisaient pas de la Shonara, ils étaient Meuchadim. J'ai pas parlé de la Shonara. Non, mais ça montre qu'ils étaient Meuchadim. Le fait de pas dire du Lashon Hara veut pas dire qu'ils sont Meuchadim, mais je pense que Korach en est la meilleure preuve. Il n'y avait pas Ish. Pas de la Shonara. Quand c'est Pardon les deux juifs qui se disputent, c'est pas Ish, c'est un Hachim. C'est Anashim, c'est-à-dire. C'est au pluriel. Anashim, c'est le pluriel de Ish. Ok. Donc de quoi on parle ici? Il vient lui dire, non, mon peuple, ils sont en Égypte. Est-ce que toi, tu as pensé comme étant une qualité intrinsèque de pourriture intérieure? Non. C'est parce qu'on était en exil qu'on était mauvais. C'est l'exil qui nous a fait mal. Sors-les de l'exil, tu verras qu'ils seront top. Mais alors ça, Oui. ça veut dire qu'il sait c'est qui aujourd'hui la descendance qui reste de Abraham. C'est eux qui va, c'est vers eux qui se tournent. Mais il sait pas la Haftarah, la Kadosh Baruch Hu. Il sait la Haftarah, mais il est pas d'accord. La Haftarah qui vont aller Il justement sait la lui, qui va Haftarah. ressentir. Il sait totalement la Haftarah, il est Il pas sait d'accord. que le peuple aussi est là-bas. Pourquoi Et, maintenant et lui, il a décidé qu'il n'était pas d'accord avec ça. Il a le droit, non? Alors là, c'est une très bonne question. Je répète ce que j'ai dit. Oui? Pourquoi est-ce qu'on voit qu'il est en train de faire un autre peuple? Ah, Yaakov Avinu Lamad. Chez l'homme Isdavek Zivugo et là à la BR. Que Yaakov, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a été chercher une femme, pourquoi faire? Et vous vous rappelez peut-être du verset lorsque Yaakov, il vient voir Lavan et lui dit Ava et Eshti Kimalu Yamai va Avo Elea. Verset complètement à prendre avec des pincettes en 2015-2016. Amène-moi ma femme parce que j'ai envie de coucher avec elle. C'est pas comme ça qu'on parle à beau-père. Ou Bechol Zot, c'est comme ça que Yaakov y parle. Et Rashi nous dit, c'est comme ça, c'est pas comme ça qu'on parle. Il dit, mais Yaakov, la Hamid Toladot Mitkaven. Et il dit le subtexte que t'as pas dans la Torah. Il dit à Lavan, il dit, Lavan, je dois faire 12 tribus. J'ai déjà 83 ans, 84 ans, au boulot. Hein? Donc ça veut dire que Yaakov, il veut créer le Ham Israël. Si Moshe il a appris de Yaakov, c'est qu'il veut créer un nouveau Ham Israël. Mais Kadosh Baruch Hu lui dit, Zelo Eler, c'est pas ce que j'ai prévu. Ça c'est mon peuple. Et c'est lui que tu vas aller chercher. Maintenant, quand je dis, Moshe il sait quelle est la Haftarah d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il refuse. On pourrait se poser la question de quoi Moshe il refuse. Il n'y a pas de Emouna. Ben, cette question-là, c'est la même que quand Sarah, elle croit pas lorsqu'on lui dit qu'elle va avoir un fils. Ron, elle rigole. Elle dit Achare Beloti Aitali Edna, Adoni Zaken. Pourquoi? Et là, c'est un manque de Emouna de Sarah? Quand elle dit quoi? J'ai plus mes règles, comment je peux avoir un enfant? C'est un manque de Emouna chez Sarah? Quoi? T'oses pas le dire, hein? Parce que c'est Sarah Imenu, ça se fait pas. Alors dis-le. C'est un manque de Ça se fait chaleur. Là, c'est pas un manque de Emouna. Manito expliquait ça extraordinairement. Il dit toute question qui est posée pour la première fois est légitime. Parce qu'on ne sait pas quelle est la réponse. Or, à l'époque de Sarah, il n'y a jamais eu de miracle. D'où elle est censée savoir que Dieu, il peut faire en sorte qu'elle... La tente, Quelle tente? nuages, les chalotes, tout ça. J'ai pas compris, la tente. Donc le fait d'avoir une tente, c'est un miracle. Non, mais le fait qu'elle avait un nuage au-dessus. Ouais, c'est partout. Ah, dans le Midrash. Oui. Non, mais le Midrash, ce n'est que la moitié d'un Midrash, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'elle, elle voulait un miracle Torani. Bon, il n'y avait pas de miracle Torani. Alors tu vas me dire, ouais, le déluge. Non, mais Briata Olam, tout simplement. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait beaucoup de gens pour témoigner de Briata Olam. Non, c'est vrai que Briata Olam, c'est un miracle par excellence. Mais il n'y avait personne pour le voir, Briata Olam, que je sache. La chala qui restait bien. Elle est vachement marquée dans la Torah, cette Rala. Oui, c'est Alors vous allez me dire le déluge. Le problème, c'est que personne n'a vu le déluge. Ceux qui étaient dehors, ils sont morts. Et celui qui a survécu, il l'a pas vu. C'est ballot. Donc c'est la première fois qu'on se trouve devant un miracle. Donc comme c'est une première fois, la question est légitime. Ici, c'est la première fois qu'on se pose la question de l'identité. Et donc, cette question est légitime. La Kadosh Baruch Hu va expliquer à Moshe. Iné. Non, je t'envoie. Macron numéro 12. Ve'ata lecha ve'eshlachecha el paro ve'otzi et ami bnei Israël mi-Mitzrayim. Donc il y a deux missions. Ve'eshlachecha el paro, je t'envoie chez Pharaon. C'est quoi l'objectif d'aller chez Pharaon? Non. Le Otzi et Am Israël mi-Mitzrayim, c'est une autre mission. Ça porte sur les Hébreux. lui dire qu'il a Hachem. Dévoiler Dieu dans le monde. Expliquer à Pharaon qui est Dieu. C'était le même pharaon? Oui, là c'est... C'est son père. Ah non. Là, il va lui dire, t'en fais pas, tu peux rentrer parce que les gens qui voulaient ta mort sont plus là. C'est un autre pharaon. Ramsès, Amenhotep, Ashlishi, Zelom Shani. Ok? Pharaon. Et donc, il y a deux missions. Un, je t'envoie chez les Hébreux pour sortir le peuple juif.
d'Égypte, et je t'envoie chez Pharaon pour lui apprendre qui est Dieu. Le seul problème, c'est que pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il faut un Hébreu ou un Égyptien? Pour prendre les rênes d'un peuple et lui faire sortir national et faire la guerre, machin dehors. Il faut un mec qui a grandi au Beth Midrash ou un mec qui a fait Sciences Po, le Caire. Il faut un mec qui a fait Sciences Po. Par contre, pour aller expliquer à Paro qui c'est Riboino Shel Oilom, il faut un mec du Beth Midrash. Et donc, réponse de Moshe. Vayomer Moshe el Elohim, mi anochi qui elech el Paro. Mi ani. Je suis un Égyptien, je suis un Hébreu, mou. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, mi anochi qui elech el Paro, vechi yotzi et bnei Israël de Mitzrayim. Donc, il dit, je ne sais pas qui je suis. Et on connaît la discussion du buisson. Je me lui dit, t'inquiète, Eye Asher Eye Itra, tout va bien. Vas-y. Mais Moshe, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Vayan Moshe, Vayomer. Ve'en lo ya'aminu li, ve'lo yishmeu bekoli, vayomru lo nira elecha Hashem. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Ils vont pas me croire. Pourquoi ils vont pas me croire? Ils vont dire, il n'a pas parlé à un mec comme toi, Dieu. Un mec comme toi, qui est habillé en jupette, qui parle hébreu avec un accent égyptien, qui a jamais été au Beth Midrash. Quoi? Un mec comme ça qui est journaliste en Autriche, là, qui parle même pas yiddish, qui parle allemand, qui a une barbe mais qui a pas de kippa. Quoi? Zé Goël? Zé Mashiach? Non, lo nira elecha Hashem. Lo nira elechat kamocha. Ok, qu'est-ce qu'il fait Dieu? C'est pas de problème. En baya, vayomer Hashem, lo od, avana yadecha bechekecha, vayave yado becheko, veotzia, ve'im yado metzorat kashalek. Vous connaissez le deuxième signe? Toujours dans la source numéro 13. Deuxième signe, vous savez, le premier signe c'est le coup du serpent, le bâton, tout va bien. Et ensuite il dit quoi? Mets ta main dans ta veste, tu la ressors, et quoi? Metzorat kashalek, la lèpre. Rappelez-moi quand est-ce qu'on a la lèpre? Iné. Macor numéro 14 nous dit le natif de Vologine. Vezelecha ot ki Moshe amar lashon hara al Israël. C'est Nora. C'est terrible ce qu'il y a marqué ici. Si le natif il l'avait pas dit, on n'aurait pas le droit de le dire. Mais le natif il a le droit. Regardez ce qu'il dit. Et c'est le signe que Moshe a dit du lashon hara sur le peuple juif. Ki i ata rashai leagid shehageula tzricha lavo kach o kach. Car tu n'as pas le droit de dire que la Géoula elle doit arriver comme ça ou comme ça. Ki lo marche votai marche votechem. Parce que mes pensées c'est pas vos pensées. Et que donc, וכשהיא באה, צריכים אנו לדעת לראות אותה, כמו אחינו שעולים ומיישבים את ארץ ישראל, שהם משמשים לנו לאות. Le natif de Vologine, il vit à l'époque de Drishat Zion, à l'époque où il y a des juifs qui commencent à monter en Israël. Il dit, eux doivent nous servir de signe que c'est la Géoula qui est en place. Je rappelle que le natif, lorsqu'il parle, les gens qui montent en Israël ne sont pas forcément religieux du tout. Mais il dit, t'as pas le droit de venir dire que la Géoula, elle doit être avec une barbe et des péotes. Elle peut être avec une Géoula, on s'en fout. C'est pas à toi de dire comment elle doit être. La Géoula, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Et s'il a envie d'envoyer un mec kamocha Moshe, eh ben il envoie un mec kamocha. Ne dis pas, Em lo ya'aminu li, lo yishmeu b'koli, v'amru lo nira elecha Hashem. Non. Peut-être que oui. N'aie pas peur, ils auront confiance. Ne fais pas de la shonara sur l'âme Israël. Quand la Géoula elle vient, le peuple juif il est capable de le voir. C'est un très beau message. Mais regardez comment Moshe il est toujours pas convaincu. Il a un problème. Vayomer bi Adoni. Shelachna beyat tishlach. Alors la discussion de buisson elle dure quelques jours d'après Chazal. Et jusque là à chaque fois que Moshe il dit non je peux pas, je suis pas sûr. Comment il réagit Dieu? Il dit non, c'est ok, je vais t'expliquer, là. Là c'est la première fois que Dieu il s'énerve. Vayomer bi Adoni shelachna beyat tishlach vayicharaf Hashem b'Moshe. Macor numéro 15. Vayomer bi Adoni shelachna beyat tishlach vayicharaf Hashem b'Moshe. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Rashi nous dit shelachna beyat tishlach, ça veut dire envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. En d'autres termes, virgule, Aaron. Aaron, il est mieux que moi. Il ressemble à un vrai, il a une barbe, il a un chapeau, il est bien. Shlachna beyat tishlach. Vayicharaf Hashem b'Moshe. Pourquoi?
ouais, c'est comme ça? Tu veux un rabbin? C'est marqué. Vayomer, alors Aaron Achicha Alevi. Si c'était marqué en français, il y aurait marqué, mais ton frère, le rabbin là-bas, Alevi. Yadati. Qu'est-ce qu'ils font les rabbins? Qu'est-ce qu'ils font les rabbins? Ils font des livrets Torah. C'est bien, c'est pour ça qu'on les paye. Tu vas faire des livrets Torah. Mais j'ai pas besoin d'un mec qui fait des livrets Torah maintenant. J'ai besoin de quelqu'un qui va prendre la Géoula par les mains. Aval, tu sais quoi? T'as envie d'avoir un stempel, une gushpanka rabbinite? T'as envie d'avoir quelqu'un, une figure religieuse qui va t'accompagner? V'ugam yotzeh likratecha. T'en fais pas. Je vais faire sortir Aaron devant toi, il sera à côté de toi. Et c'est pour ça que vous verrez qu'il n'y a pas eu une seule coalition depuis le début d'État d'Israël. On n'a pas cherché à mettre des religieux dans la coalition. Quels qu'ils soient les religieux d'ailleurs. Il semblerait qu'on ne pouvait pas avoir Herzl, Ben Gurion sans avoir le Rav Kook, le Rav Yehuda derrière. C'est-à-dire que la personnalité rabbinique, elle est derrière, elle est là, pour nous expliquer que ce qui est en train d'arriver, c'est bel et bien la Géoula. Pour donner le Ishour, pour donner la Théouda de Kashrut de Moshe, il fallait Aaron. Ah ben c'est pas Aaron qui prend les rênes. Celui qui prend les rênes, c'est bel et bien Moshe. Moshe, c'est un Goël. Mais c'est Gam Noten Torah. Parce que le Goël, on l'a vu, c'est quelqu'un qui a une identité double. Il a grandi à l'extérieur, il connaît l'extérieur. Comme il connaît l'extérieur, eh bien maintenant il va pouvoir s'imprégner du Ham Israël pour pouvoir donner au peuple juif son rôle, à savoir Or la Goïm. Comment tu vas être Or la Goïm si tu es complètement renfermé sur toi-même? Et c'est pour ça que c'est Moshe et pas Aaron. Et c'est pour ça que dans notre Géoula, il est où le Mashiach? Il n'est pas encore là. Mais qui on est nous? On est cette génération de Ikveta de Meshicha. On est la génération de Beikvot Meshicha Chutzpah Yazge, la Chutzpah qui est en nous. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien parce qu'on a tout simplement compris l'enseignement du Rambam. Regardez ma corde numéro 16, on va bientôt terminer. Il dit le Rambam. Ali Alde Al Da'atra, c'est dans Ilchot Melachim, dans les lois sur les rois, chapitre 11, il parle du Mashiach. Et il dit la chose suivante. Ali Alde Al Da'atra, ne pense pas, n'imagine même pas, chez Mashiach, chez Melech HaMashiach, tzarich la'asot otot muftim. Que le Mashiach doit faire des miracles. Bon, j'ai mis la version censurée. La version non censurée du Rambam, c'est כמו שהטיפשים אומרים. Comme les débiles le disent. Non. ומחדש דברים בעולם, או מחיה מתים וכיוצא בדברים האלו, si, j'ai marqué, שהטיפשים אומרים. Je voulais être sympa, mais bon. אין הדבר כן. שהרי, c'est quoi la preuve du Rambam? שהרי רבי עקיבא, חכם גדול מחכמי המשנה היה, c'est le patron, ומה? והיה נעשה כליו של והיה נעשה כליו של בן כוזיבא המלך, של בר כוכבא. והוא היה אומר עליו שהוא מלך המשיח. ודימהו בכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעוונות, כיוון שנהרג נודע שאינו המשיח, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. C'est quoi le Goël? Le Goël, c'est celui qui nous sort d'exil. Yé Michéié. Sera celui qui sera. Celui qui est capable de prendre le peuple juif et de lui redonner sa valeur d'identité nationale pour qu'il puisse donner la Torah au monde, eh bien c'est nous. Aujourd'hui, on attend encore Melech HaMashiach, Bevadaï, mais le peuple juif remplit cette fonction-là. Le peuple juif qui s'est réveillé à l'appel national, pas par ses rabbins, parce que les rabbins ont parlé, le Rav Kalischer, le Rav Gutmacher, le Rav Chayal Kalai, le Natsif de Vologine, le Rav Kook, tous ont parlé de l'importance de venir ici, la Géoula. Est-ce que les juifs religieux ont écouté? Non. Qui a écouté? Les juifs qui ont grandi en Égypte. Les juifs qui ont grandi Bebet Paro. Ils ont entendu cet appel-là de l'appel national. Ils étaient suivis en secret, comme ça derrière, par les rabbinim. Et cet appel national retrouvé a permis aujourd'hui au Beth Midrash de Givat Shmuel de se retrouver ici et d'étudier la Torah. C'est uniquement parce qu'on a retrouvé notre identité nationale qu'on peut commencer à retrouver notre message universel pour l'humanité tout entière, derech HaTorah. Et c'est exactement ce qu'on va terminer ici par l'enseignement du Midrash, encore numéro 17. Moshe Rabbeinu shilesh et yemei chayav. 40 shana b'Mitzrayim, 40 shana b'Midyan, 40 shana b'Israël. En d'autres termes, pendant 40 ans, Moshe, c'était un juif assimilé. Pendant 40 ans, c'était un juif religieux à la yeshiva dans son cocon, il ne sortait pas. Et pendant 40 ans, il est devenu Moshe Rabbeinu. Il a dû passer par ces deux étapes. L'étape de l'Égypte, l'étape d'Israël, pour devenir Goël Haolam. Et c'est exactement ce que l'âme Israël est en train de faire.
il est passé par l'étape émancipation, Europe. Et fort de cette étape-là, il a pu retrouver son identité de Torah. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc on n'attend plus que la dernière étape, l'étape où on est en train de dévoiler et ta Torah la Olam. Et c'est exactement ce que dit Rabbi Akiva, qui est exactement comme Moshe, a fait 40, 40, 40. Rabbi Akiva, pendant 40 ans, c'est un mec du travail. Pendant 40 ans, il a étudié la Torah. Et pendant 40 ans, il est devenu Rabbi Akiva. Et quelle est la phrase de Rabbi Akiva? Ve'afta l'ereacha kamocha, zeklal gadol b'Torah. Alors ça veut dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un grand principe de la Torah. Ou alors, zeklal bishvil gadol b'Torah. C'est-à-dire, si j'ai pas compris que mon frère juif, même s'il n'est pas comme moi, ou Gam, lui aussi, il est nécessaire pour le dévoilement divin de la Géoula, azanilo gadol b'Torah. Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, Rav Kook, et nous, on suit ce même enseignement. Cet enseignement que comprendre que la Géoula, elle passe par une identité qui est double. Par des gens qui, comme nous, et j'ai pas honte de le dire, comme nous, avons reçu une éducation bachutz. Même ceux qui ont grandi dans une maison religieuse. En grandissant en France, on a grandi avec une éducation mi bachutz également. Et elle n'est pas complètement négative du tout. Bien au contraire. Comment vous croyez qu'on a eu des Manitou? Il y a des Manitou. Il y a même des Israéliens qui ne savent pas que Manitou c'est le Rav Yehuda Léon Ashkenazi. Ils ont entendu parler de Manitou, ils ne savent pas qu'il s'appelle Rav Yehuda Léon Ashkenazi. Des Manitou. C'est-à-dire que même son nom de totem Osei, il a transpercé jusqu'en Israël. Il y a des choses extraordinaires qu'on a pris de cet exil. Comme Moshe, il y a des choses extraordinaires qu'il avait pris de l'Égypte. Mais on a su se détacher de cet exil-là pour maintenant passer dans la deuxième étape, nous ici dans le Beth Midrash de Givat Shmuel, se remplir de ces 40 ans de Torah pour pouvoir réaliser le projet final, à savoir donner cette Torah au monde entier, fort de notre identité et fort de notre Géoula déjà en marche. Et le seul problème, c'est que ça c'est très joli, mais quand Moshe va revenir chez Pharaon, la question que Pharaon va poser à Moshe, à laquelle il va devoir répondre, c'est Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Qui c'est ce Dieu dont tu parles et au nom duquel tu viens pour que je doive l'écouter? Eh bien, qui c'est Hashem, Asher Eshma Bekolo? Qui c'est Am Israël, Sherotze, la Nigeta Historia? Qui c'est ce peuple juif qui veut prendre les rênes de l'histoire à ma place? Eh bien, ça, on verra la semaine prochaine.